Nous passons au rapport 312 qui concerne la reprise en régie publique de la production et de la distribution de l'eau. Madame Anne Gros-Perrin, vice-présidente, a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, puisqu'à l'évidence, l'eau est à l'origine de la vie et permet toutes les activités engagées sur la planète, l'être humain, doué de raison, devrait reconnaître que rien n'est possible s'il n'a pas constamment présent à l'esprit que l'eau, le respect de l'eau, la sauvegarde de l'eau sont un préalable à toute politique. Si j'ai choisi d'ouvrir la présentation de cette délibération par cette phrase de Daniel Mitterrand, dont la Fondation a beaucoup œuvré pour le droit à l'eau des peuples, c'est que le choix sur lequel nous délibérons aujourd'hui est un choix d'ordre philosophique, politique et démocratique. Il s'agit en effet d'affirmer un changement de paradigme dans la façon dont nous considérons l'eau, non plus comme une ressource, mais comme tant d'autres dans laquelle l'humanité puise de manière prédatrice, mais comme un bien commun vital pour l'ensemble du vivant. Il y a 10 ans, l'ONU déclarait le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental de l'être humain, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Entre cette révolution onusienne et l'effectivité de ce droit, il y a un océan. Les usages de l'eau sont souvent rivaux et le statut de l'eau est toujours prisonnier d'une vision purement économique, utilitariste et extractiviste qui provoque la destruction du vivant et crée de fortes inégalités d'accès. Après la marchandisation de l'eau dans les années 80-90, nous assistons désormais à sa financiarisation. À l'échelle mondiale, la ressource vitale est en passe de devenir une manne financière comme le pétrole ou le blé. En Australie ou aux États-Unis, l'eau est entrée sur les marchés spéculatifs, enrichissant des marchands de soif sans scrupules, qui mettent en difficulté des agriculteurs, des communes et leurs habitants sur fond de changement climatique. Ce qui se joue, c'est l'avenir des conditions de vie pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens de ce monde. Il n'y a que 2 options qui se présentent à nous. Soit l'eau est une marchandise dont les profits vont enrichir des intérêts privés, soit l'eau est considérée comme un droit humain, géré et préservé dans l'intérêt général. Nous ne pouvons pas concilier les deux. Nous vivons une forte tension sur la ressource. Les quantités d'eau disponibles tendent à diminuer sous l'effet d'un double mouvement. Le réchauffement climatique d'une part, l'accroissement des prélèvements d'autre part, corrélé à la croissance démographique et un besoin accru en agriculture. 70% de l'eau est aujourd'hui utilisée pour nourrir l'humanité. D'ici 2030, la demande mondiale en eau douce devrait augmenter de 50%, causant un déficit de 40% des ressources selon les Nations Unies. Cette augmentation de la demande en eau paraît aussi inéluctable que sa raréfaction accélérée par le réchauffement climatique si les pratiques et la gestion de la ressource restent les mêmes. La France ne sera pas épargnée par la raréfaction de la ressource. Dans tout l'Hexagone, on remarque des déficits pluviométriques, une baisse de la recharge pluviale des nappes, une baisse des débits d'étiage, un assèchement des sols, une diminution du couvert neigeux. À l'échelle régionale, sur le bassin du Rhône, les travaux de modélisation mettent en évidence une baisse du débit du Rhône de moins 30% à l'horizon 2050. Or, plus de 95% de l'adduction en eau potable du territoire métropolitain dépend de la nappe alluviale du Rhône, dont plus de 90% produit par le seul champ captant de Crépieux-Charmy. Malgré la qualité de notre ressource, ces chiffres soulignent sa vulnérabilité présente et surtout à venir. Pour répondre aux besoins de notre territoire, nous devons la sécuriser et la diversifier dans un contexte climatique très préoccupant. L'exploitation et la gestion d'un service public de l'eau demande des savoir-faire, des technologies pointues et des procédés complexes. Si cette maîtrise technique n'est pas intégrée à la gestion et au patrimoine public, au moment où il faudra la mobiliser dans un contexte en tension, au moment où notre responsabilité sera majeure, nous serons dépendants d'intérêts privés qui dépossèdent la collectivité de la souveraineté de ses décisions. Pour avancer vers l'intérêt général, enfin, il y a un enjeu d'ordre démocratique dans la gestion publique de l'eau. Forger une culture collective de l'eau, faire passer les citoyens de consommateurs à usagers, associés à la gouvernance et à la définition des politiques publiques relatives à la gestion de l'eau, c'est donner à chacun, chacune, la possibilité de saisir la mesure de tous les autres enjeux économiques, sociaux, écologiques, liés à l'eau, ici comme sur le reste de la planète. L'ensemble de ces enjeux appelle aujourd'hui un engagement fort de l'autorité organisatrice du service public de l'eau. Ce que doit poursuivre notre collectivité, ce sont des objectifs de finalité de droits humains, finalité écologique, finalité démocratique, finalité d'équité qu'aucune entreprise privée n'a vocation à assumer.
La maîtrise publique et elle seule nous permet de choisir les finalités d'intérêt public avant celles de la rentabilité. À ceux qui craignent aujourd'hui qu'il ne soit pas possible de réussir ce passage en régie publique dans les 2 années à venir, je réponds que toutes les grandes collectivités, de toute appartenance politique, que nous avons consultées et qui ont fait ce choix, ont réalisé ce passage en moins de 2 ans. À ceux qui affirment que la régie publique serait un risque financier pour la collectivité, je réponds que toutes les collectivités qui ont fait ce choix témoignent que les marges des délégataires sont devenues très rapidement des marges budgétaires au bénéfice de la collectivité, qui ont pu être investies au profit de l'amélioration du service public de l'eau. À ceux qui pensent que le choix de la mixité fonctionnelle, production publique et distribution confiée au privé, serait préférable, je réponds qu'il existe un surcoût de gestion et d'exploitation dans ce type de mode de gestion, qui a été évalué à 1,7 million d'euros par an, mais je réponds surtout qu'il s'agit d'un compromis sans ambition, d'un non-choix qui permet juste de revendiquer qu'on fait un peu de gestion publique du bien commun. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est du courage politique pour assumer une décision qui place l'intérêt général avant les intérêts privés. Ce que nous vous proposons, mesdames et messieurs les conseillers métropolitains, c'est un outil de maîtrise politique et technique, un outil de transition écologique, mais également un outil de solidarité sociale et territoriale. C'est l'ambition de faire une régie publique de l'eau de haut niveau pour notre métropole. Je terminerai en saluant Gérard Claes, ancien vice-président chargé de la commande publique et du suivi des DSP, qui a œuvré pour le retour en gestion publique de l'eau tout au long du mandat précédent et qui aurait aimé porter une telle délibération. Merci.